Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 6 au 12 août 2026, la quatrième phase de la première lune d'été nord, hiver sud, sur notre belle planète Terre. Terre, la troisième, en partant du Soleil, comme son nom l'indique si bien en français. Le français et plein de subtilités. Donc, ravi donc de vous retrouver. Moi, c'est Claire Henrion, chroniqueuse d'astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, c'est parti pour cette quatrième phase de la lunaison. Donc, dernier quartier, le jeudi 6 août, à la nouvelle lune, le mercredi 12 août, qui sera l'occasion d'une éclipse totale de soleil, enfin totale dans le nord de l'Espagne, partielle pour nous en France. Donc nous allons voir cette semaine brève, mais bien chargée en événements astronomiques. Je vais partager avec vous la fiche que vous pourrez retrouver dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et donc cette fiche, vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Vous avez comme ça sous les yeux le résumé des événements de la semaine chronologique. Donc vous pouvez suivre tout ce qui se passe. Sinon, savoir au moins ce qui va se passer, vous préparer pour vos observations et comprendre si vous avez un peu la fibre astrologique, comprendre la résonance avec votre propre vie et celle de votre environnement. Alors ça, vous me retrouvez dans la deuxième vidéo, les commentaires astrologiques, pour parler de ceci. Là, ici, on a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre de l'almanach. C'est une œuvre de longue haleine, une œuvre de scribe, le scribe du ciel. Donc, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, c'est parti, chers amis. Je partage mon écran avec vous et nous allons d'abord faire le tour des événements de cette semaine, donc quatrième phase donc du dernier quartier à la nouvelle lune, ça c'est toujours comme ça, hein, les lunaisons, la quatrième phase c'est la dernière, c'est du dernier quartier. À la nouvelle lune, le dernier quartier de lune advient donc jeudi 6 à 4h21, heure légale en France. Donc la lune est dans le 14e degré du signe du taureau, le soleil celui du lion. Nous allons donc d'abord suivre un peu tout ce que fait la lune cette semaine et après on reviendra sur ce que font le Soleil et les planètes. Alors, tout d'abord, cette lune, elle est montante, vous voyez, elle est décroissante, puisqu'on est entre la pleine lune et la nouvelle lune. Elle est décroissante, mais elle est montante en déclinaison, puisqu'elle est déjà en déclinaison nord et qu'elle sort des limites zodiacales jeudi 6 à 19h28. Elle atteint également sa latitude maximale vendredi 7 à 7h58. Et ensuite, elle entre dans le signe de Gémeaux vendredi 7 à 8h07. Dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades. Je vais grossir un petit peu là parce que je vois pas beaucoup et alors vous certainement encore moins que moi. Elle est conjointe aux Pléiades, donc disais-je, vendredi 7 à 8h33, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. On y a vu Uranus conjointe début juillet, là. Uranus est passé en conjonction aux Pléiades également et se trouve toujours en dessous, vu son lent mouvement. Et en plus, ça va être rétrograde, donc je parle d'Uranus là, et donc elle va rester longtemps sous les Pléiades. Et justement, elle est conjointe à Uranus, donc du coup la Lune, puisque je viens de vous dire que l'Uranus n'était pas loin des Pléiades, vendredi 7 août à 16h51, sixième degré du signe des Gémeaux. Ensuite, une vingtaine d'heures après les Pléiades, elle est conjointe à Aldébaran, donc c'est samedi 8 août à 1h06, Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau, la plus brillante, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 11e degré du signe des Gémeaux. Puis, elle enchaîne les étoiles brillantes, hein, cette semaine, la Lune. Le 8 à 22h12, elle est conjointe à Elnat, qui est bêta du taureau, et qui fait aussi la liaison avec la figure du cocher.
Donc, Elnat, la lune occulte Elnat, je crois, pour certaines régions. J'ai encore une fois oublié de le marquer. Je vais le vérifier. Je peux vous le dire rapidement. Le 8. Oui, il y a une occultation pour l'Australie et le centre du Pacifique. Ensuite, la Lune, qui était donc montante jusqu'à présent, arrive dimanche 9 août à 1h38 à sa déclinaison maximale, donc nord, la déclinaison nord la plus haute qu'elle puisse atteindre. Elle est donc hors limite zodiacale, elle est à 28 degrés de déclinaison, limite zodiacale c'est 23 degrés 26 minutes. Donc ça se traduit dans l'hémisphère nord par sa culmination la plus haute, dans l'hémisphère sud du coup la plus basse. Donc pour nous, plus haute, une lune qui monte à sa culmination de jour en jour, de plus en plus haut jusqu'au 8, oh, oui, jusqu'au 8, puisqu'à partir du 9, ensuite elle va redescendre. Alors on peut la voir culminer le 9 à 10h32, donc si vous la voyez dans le jour, au méridien de Paris, 10h32, elle est à 73 degrés de hauteur environ. Si vous la cherchez, vous la trouverez encore, elle est en croissant bien sûr, de plus en plus fin. Donc peut-être avec des jumelles, si vous la cherchez, vers 10h30 le matin, avec des jumelles, mais passez au méridien, vous la verrez. Ensuite, elle est conjointe à Mars, dimanche 9 août à 7h26. C'est dans le 29e degré du signe des Gémeaux. Puis elle entre dans le signe du Cancer à 9h45, dimanche 9. Elle est au périgée, donc au plus près de la Terre, lundi 10 à 13h10. Voilà pourquoi la semaine est ramassée en 6 jours, ça s'étale sur 6 jours, enfin quand même, du jeudi 4h41 à la montre au mercredi, heure de la pleine lune, 19h30 et quelques. Donc elle est au périgée, lundi 10 à 13h10, au plus près de la Terre, à 363, 265 000 kilomètres, un peu moins près que la dernière fois. Puis elle est conjointe à l'étoile Pollux, bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante de la constellation des Gémeaux. Castor étant alpha, mais un peu moins brillante que Pollux. Donc c'est mardi 11 à 0h10, et donc ça se voit encore bien, tard dans la nuit bien sûr. En fin de nuit, hein, donc 4h09, l'étoile se lève, 4h47, la lune se lève. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que donc dans cette quatrième phase de la lunaison, la lune se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, jusqu'au jour du dernier croissant qui est le mardi 11, justement vers 6h. Donc on voit Pollux avec le dernier croissant de lune, et donc elle se lève à 4h47. Ce mardi, pour ma localisation, bien sûr, ce mardi 11 août. Donc, si vous êtes plus à l'est, c'est plus tôt. Si vous êtes plus à l'ouest, c'est plus tard. Et il y a une variation aussi nord-sud. Donc, c'est pour rester, on reste en France métropole, ça tourne autour de ce 4h47. Je suis un petit peu au centre de la France, c'est pratique. Un peu au sud, un peu au sud-ouest, mais quand même au centre. Puis la Lune qui maintenant redescend déclinaison rentre dans les limites zodiacales mardi 11 à 6h28, juste pour se préparer, entrer dans le signe du Lion à 10h38, mardi 11, et à être ensuite conjointe à Mercure, toujours ce mardi 11 à 15h41, troisième degré du signe du Lion. Ensuite, à l'amas de la crèche, elle est conjointe mardi 11 à 23h16. L'amas de la crèche marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le huitième degré du signe du Lion. Il se niche donc au creux de la constellation du Cancer, donc pas visible en ce moment, puisque le Soleil est en train de passer, passe de la constellation du Cancer à celle du Lion. On va le voir. Et donc, il est encore trop près pour qu'on puisse voir l'amas de la crèche qui sort tout juste du champ du coronographe Lascaux C3. Nous arrivons donc à mercredi 12 août pour cette nouvelle lune, assortie d'une éclipse de soleil. Et bien pour commencer, la lune est conjointe à Jupiter à 2 heures pétantes, heure de Paris, soit 0 heure pétante en méridien de Greenwich, temps universel, coordonné. Enfin bon, même s'il est tout à fait conventionnel sur ce méridien de Greenwich qui n'a pas plus lieu d'être là
que n'importe quel autre méridien, sauf un seul qui serait valable pour être un méridien origine sur cette planète Terre, serait le méridien du détroit de Bering, celui qui sépare l'Asie de l'Amérique et qui traverse le Pacifique sans croiser une seule terre et va se jeter dans le continent antarctique, l'anse la plus profonde, donc qui va pratiquement jusqu'au pôle sud sans toucher terre. Là, il y aurait un méridien origine naturel. Mais celui du méridien de Greenwich n'a rien de naturel. Ceci dit, ça fera 0 heure au méridien de Greenwich quand la Lune sera conjointe à Jupiter, ce mercredi 12. Et puis, on arrive enfin à la nouvelle Lune à 19h36, mercredi 12 août, et le maximum de l'éclipse de Soleil est à 19h45. Donc, l'éclipse est totale pour le nord de l'Espagne. On va voir la carte là, de l'éclipse tout à l'heure. Et donc en France, on en aura, bah, selon votre région, entre 10 et 1%. Si vous êtes au nord-est, vous ne serez pas avantagé. Si vous êtes dans les Pyrénées, vous serez les mieux avantagés. Et voilà, donc c'est aussi la période du maximum des étoiles filantes, n'est-ce pas? Enfin, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Bon, les états Eridani, dont leur maximum cette semaine, c'est l'Éridan, donc en dessous d'Orion, ça se lève en toute fin de nuit. Mais nous avons surtout dans la région du Verseau et du Capricorne les Aquarides Sud, les Alpha Capricornides, les Piscis Austrinides, les Perséides, donc le plus abondant de tous ces essaims, qui a son maximum le 13 août, donc la nuit du 12, après l'éclipse. Attendez-vous dans cette nuit noire, hein, déjà on va avoir le soleil occulté avant son coucher, et puis après on a une nuit de nouvelle lune, donc sans lune, et on approchera du maximum des Perséides. Et aussi, il y en a très haut dans le ciel avec le signe les Capacinides. Le Soleil est opposé aux petites planètes ou astéroïdes Unitas le 11 août, Industria le 12 août et Dembosca aussi le 12 août. Et la Lune est conjointe à la petite planète Cérès numéro 1, le premier des astéroïdes rebaptisé planète naine, tout comme Pluton a été rebaptisé planète naine. Voilà, donc des jours qui diminuent, bien sûr, donc une nuit qui reprend ses droits dans le ciel, et le retour et la sortie de l'amas de la crèche du champ du coronographe Lascaux C3. Alors maintenant, nous partons, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, sur Stellarium. Voici dans un champ de terre, et nous allons aller voir des champs d'étoiles. Alors, le soleil, là, sur mon image, il est 20h10, le soleil qui va se coucher de plus en plus tôt, va se coucher à 21h10. Vous voyez, il se cache là derrière l'arbre, et il se couche de plus en plus vers l'ouest. Voilà, solstice de juin, il se couche au nord-ouest, puis de soir en soir, de plus en plus vers l'ouest, le jour de l'équinoxe de septembre, 22 ou 23 septembre, il va se coucher pile à l'ouest. Donc cette semaine, il est par là, ouest-nord-ouest, on va dire, et donc va se coucher à 21h10 pour ma localisation. Et tout de suite, dès qu'il est couché, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Vénus, la seule planète du soir en ce moment. Donc Vénus qui brille bien sûr fort dès que le Soleil n'est plus là, et qui par contre vraiment diminue en présence. Pas en éclat. Son éclat est à son maximum. Il est peu variable, très peu variable. Néanmoins, il varie entre -4,4 le plus brillant et -3,8 le moins brillant. Et là, il a -4,4, mais elle est dans le crépuscule, hein, puisqu'elle se couche de plus en plus tôt, bien que elle n'atteigne son élongation est maximale que le 15 août, donc dans très peu de temps. Normalement, sa présence augmente jusqu'à son élongation maximale. Et là, comme elle est en latitude sud et qu'elle descend, elle descend, elle descend en latitude, ça diminue sa course, ce qui fait que déjà, elle diminue sa présence dans notre ciel de l'hémisphère nord. Donc voilà pour Vénus, mais on la voit très bien. La première chose à voir dans le ciel, ah oui, alors on va voir qu'elle est, je la grossis pour qu'on voit sa phase. Elle est à son demi-quartier, donc, puisque dernier quartier. Voilà, si on regarde au télescope, on va voir une demi-Vénus, dernier quartier de Vénus, puisqu'on approche de son élongation est. Et donc, c'est cette semaine, je crois que c'est le 12.
Elle a juste 50% d'illumination, donc dernier quartier. Donc voilà, en début de nuit, donc on va laisser passer le temps. Vénus va aller se coucher 22h50 le 6 août chez moi. Et on va voir les étoiles s'allumer. Donc elle est pas loin de Spica de la Vierge. Si vous regardez là, on est au sud-ouest, Spica au sud-ouest. Donc on va dessiner les constellations. Spica de la Vierge, donc au sud-ouest. Donc si on lève le nez, on va voir Arcturus du Bouvier. Et ici, donc, qui forme donc Spica Arcturus. Et on suit le mouvement. On va retrouver l'arc fait par la queue de l'ours. Ici, la grande ours, donc, le grand chariot, du moins. Donc, la queue de l'ours ou le manche du chariot dessine un arc qui se prolonge sur Arcturus, le conducteur des bœufs qui tirent le chariot de laboureur, et cette étoile donc principale de la grande ours, et qui s'achève, enfin qui se prolonge sur Spica de la Vierge. Spica qui bien sûr va se coucher de plus en plus tôt. Donc côté du nord, on va repérer notre chariot qui descend, donc il est au nord-ouest et il descend tout le début de la nuit jusqu'au milieu de la nuit. La grande ours va descendre, se poser sur le sol, pratiquement raser le sol pour notre latitude de 45 degrés nord en moyenne. Donc on va d'abord regarder ceux qui se couchent, faire un petit tour du ciel. Donc on n'est pas gêné en début de nuit par la lune, elle n'est pas là. Donc à l'ouest, on a dit Arcturus, et puis sud-ouest, Spica de la Vierge. Au sud, c'est la constellation du Scorpion qui est déjà passée avec Antares, et puis le Sagittaire qui arrive. Alors levons le nez, on va se tourner un peu vers l'est. On va voir le grand triangle de l'été, ici, avec Altaïr de l'Aigle. D'abord, Altaïr, parce que elle se trouve dans, dans le prolongement, oui, des deux étoiles de la tête du Capricorne. Vous voyez, repérage facile de la constellation du Capricorne. Les deux étoiles de la tête là, du Capricorne, donc Algédie et, et Dabi, Algédie et Dabi. Elle s'appelle Algédie, ça veut dire l'enfant. Et puis là, il y a Deneb Algédie, la queue, qui veut dire la queue, Deneb, et Algédie, donc l'enfant. C'est c'est l'enfant ou la chèvre, enfin le petit, le petit. Et donc Altaïr de l'Aigle, Vega de la Lyre et Deneb du Cygne qui dessinent cette grande figure qui est la première qu'on repère, voilà, avec donc au sud-est, de plus en plus haut chaque soir. On repère ce grand triangle de l'été et voilà, je viens de vous expliquer que si vous prolongez les étoiles de part et d'autre de Altaïr de l'Aigle, et il y a deux petites étoiles, une en dessus et une en dessous, c'est Shahin et Tarazed, et bien vous tombez sur la tête du Capricorne. Ça vous aidera à identifier la constellation du Capricorne, suivie par la constellation du Verseau, qui se lève pratiquement en même temps, et devant laquelle, alors là, de plus en plus tôt en début de nuit, on va prendre une petite heure quand même de plus, on va voir apparaître Saturne, qui elle est devant les poissons quand même. Donc là, il est 23h30, allez, on va dire, sur ma carte. Et vous voyez, Saturne se lève. Donc à 0h30, Saturne est levé. Donc Saturne se lève de plus en plus tôt devant la constellation des Poissons. C'est le moment magnifique pour trouver Neptune. Voilà, qui est ici. On repère le petit. Il n'y a pas de lune, hein. Il n'y a pas de lune. C'est la nuit noire, 0h30. On repère assez facilement ce petit rectangle d'étoiles de magnitude 5, donc limite visible à l'œil nu, hein, dans nos ciels forcément un peu médiocres. Et donc là, il y a Neptune, et là, donc on peut l'observer au télescope en ce moment, c'est vraiment bien. On peut attendre un petit peu plus tard dans la nuit pour qu'elle soit plus haute dans le ciel. Ça vaut le coup, parce que là, c'est encore trop les brumes de l'horizon. Mais vers 2, 3 heures du matin, l'observation de Neptune cette semaine est en excellente condition. Donc voilà ce qu'on a à l'est. Bah, c'est déjà plus que le début de la nuit, hein. Enfin bon, au début de nuit, on a déjà Pégase qui se lève à l'est et du côté du nord, donc on a Persée au nord-est qui s'élève. En dessus, il y a Cassiopée et c'est fait.
et on va aller au minuit vrai du côté du nord. Donc au minuit vrai, 1h56 pour notre localisation. Je me mets au minuit vrai. Voilà. 1h56 au méridien de Paris, vous voyez. Minuit vrai, donc le milieu de la nuit. La grande ours arrive sur le sol, là, elle va la raser en rase-motte. À droite, au nord-est, il y a Capella qui se lève. On voit la petite ours et le dragon à gauche, donc côté ouest, avec l'étoile polaire, bien sûr, comme pivot du ciel, avec le ciel qui tourne autour de l'étoile polaire. On va le regarder un peu. Et puis, la constellation de Céphée au plus haut, le zénith est là-haut, là-haut. Alors au zénith, en milieu de nuit, ben, on a des nebs du cygne, enfin c'est déjà passé, là, des nebs s'éloignent du zénith en milieu de nuit, mais des nebs du cygne passent au zénith. Euh, Avant, il y a eu Vega qui passe aussi au zénith, à peu près pour la latitude 45 nord. Alors Deneb, au milieu de la nuit, est encore au zénith, juste un peu avant le milieu de la nuit maintenant, puisque les étoiles prennent chaque jour 4 minutes d'avance sur la veille, étant donné que nous les repérons depuis la planète Terre qui tourne autour du Soleil et que nos jours font 23 heures, 24 heures, tandis qu'on fait un tour complet, la Terre fait un tour complet sur elle-même en 23h56 minutes, ce qui nous ramène les étoiles à la même position dans le ciel toutes les 23h56 minutes. Voilà pourquoi elles prennent chaque jour 4 minutes d'avance. C'est c'est le temps sidéral, 4 minutes de temps sidéral qui s'accomplissent en 365 jours. Ça fait un tour complet. Alors, voilà pour le nord, donc on va faire tourner la nuit, mais voyez déjà, donc nous sommes ici la nuit du 6 au 7. Alors la lune se lève, c'est le dernier quartier de lune. Je reviendrai, on va la suivre de jour en jour. Elle va donc se lever de plus en plus tard. Nuit du 6 au 7, elle se lève à 0h32. La nuit suivante, du 7 au 8, donc le 8, elle va se lever à 1h16. On va être obligé de prendre. Elle est devant la constellation du Taureau. Ah oui, on va la voir conjointe. Alors je reviens et je grossis un peu. On va la voir conjointe à Uranus et aux Pléiades. Voilà. La voici le 7. Alors 2 heures du matin. On va prendre 1 heure de plus pour bien admirer sa conjonction avec les Pléiades. Donc ici les Pléiades. Uranus qui est par là. Donc une lune en croissant encore assez gros, puisque c'est la nuit du 7-8. C'est la nuit du 6 au 7. À nouveau, je suis revenu sur la nuit du 6 au 7. Ah oui. Donc la lune levée 0h32. Uranus. Ah, je vais avoir de la peine. Voilà, Uranus. Petite bille, donc excellent moment. Ah bah après sa conjonction à la lune, les jours suivants, on sera mieux pour Uranus, c'est-à-dire à partir du 8 pour l'observer. Sinon, on va remarquer le croissant de lune, donc encore assez gros, les Pléiades, Uranus, Aldébaran, du Taureau. Et de 3 heures du matin, ben, c'est Mars qui est en train de se lever. Alors, on va prendre le jour suivant, donc la lune. Je vais me mettre sur la lune. Levé 1h16, le 8 au matin, la nuit du 7 au 8. La nuit du 8 au 9, levé 2h14, elle est conjointe à Mars. Une heure de plus, hein. Donc appréciez la lune en croissant plus fin à 2 heures, conjointe à Mars, donc le 9 juillet. Le lendemain, le 10, elle est devant la constellation des Gémeaux et se lève à 3h26. Et le lendemain, le 11, elle est toujours devant la constellation des Gémeaux et se lève encore plus tard. Bien sûr, elle se lève à 4h47. Ici, Pollux, voyez donc elle est conjointe à Pollux. Castor, Pollux, la Lune et surprise, surprise, qui c'est qui se cache en dessous et qui va apparaître avant qu'il fasse jour, c'est Mercure.
Mercure qui est à son élongation maximale juste là, avant, ce qui vient de passer à son élongation maximale. À chaque fois, j'oublie vite les dates, il y en a tellement. Le 2 août, Mercure est à son élongation maximale et elle va rester visible jusqu'au 12, là, toute cette semaine, du 6 au 12. Mercure est visible dans le ciel du matin. Son éclat augmente, bien qu'elle se lève un petit peu plus tard maintenant, chaque jour. Elle est encore observable jusqu'à la fin de la période. Donc, on a un dernier croissant de lune, le 11 au matin. Mercure, Pollux et Castor. Voilà un joli spectacle encore à ne pas louper. Évidemment, vers 5h30, entre 5h30 et 6h moins le quart du matin, le 11. Et nous allons arriver au 12 août, où bien sûr, la Lune, vous voyez, il y a aussi Jupiter, hein. Mais Jupiter n'est pas encore visible. Jupiter maintenant est devant l'amas de la Crèche pratiquement. On a dit aussi que la Lune passait en conjonction à l'amas de la Crèche, mais tout ça n'est pas visible, puisque le Soleil est tout près de la Lune, là. Donc la Lune est là, le Soleil, on va arriver le 12 à l'heure de l'éclipse, on va les laisser venir, on va passer la journée. Donc on va suivre la Lune qui monte dans le ciel. On va essayer de se faire une vision globale quand même. Je vais tracer le méridien pour savoir à quelle heure il y passe, enfin pour voir le midi, parce qu'il y passe au midi. Vous voyez, d'heure en heure, la Lune se rapproche du Soleil. Voilà le méridien, donc le midi vrai à 13h45 pour la Lune, 13h56 pour le Soleil. Une heure plus tard, la Lune se rapproche du Soleil, elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. Et là, il est 18h35, bah, l'éclipse va commencer, comme vous pouvez le voir. Donc la Lune va masquer le Soleil. Je vais enlever le paysage. Là, on va se faire un bel océan pour voir ça ensemble. Un bel océan pour avoir l'horizon dégagé jusqu'à, ben voilà, le ciel dégagé jusqu'à l'horizon. Ce que je vous invite à choisir comme lieu d'observation pour l'éclipse, évidemment. Vous voyez, il faut que, est-ce que je vais retrouver ma lune? C'est pas grave. Et il faut que l'horizon du côté ouest, ouest-nord-ouest, soit dégagé pour pouvoir suivre l'éclipse jusqu'au bout. Donc la lune passe devant le soleil. Le soleil est grignoté, donc je vous dis, il va rester pour chez moi 3% de soleil, seulement un croissant de soleil de 3%. Si vous avez la chance d'être, voyez, ah oui, en grossissant, on voit mieux. Donc le maximum, c'est à 19h35. Voilà ce qui va nous rester de soleil. Pas grand-chose, hein, mais il vous faudra quand même les lunettes d'éclipse. Tant qu'il y a un rayon de soleil, il faut les lunettes d'éclipse pour observer le soleil. En revanche, vous pouvez vous servir des lunettes d'éclipse à n'importe quel moment pour observer le soleil. Il n'a pas besoin d'être éclipsé, au contraire, même pour qu'on le voit. Et donc, vous pouvez l'observer, car il y a parfois, comme c'était le cas, et peut-être ça pourrait le redevenir, des taches énormes qui sont visibles à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de grossissement. Donc, voici notre belle éclipse, et je vais maintenant passer. Voilà. Donc là, 20h25, oui, c'est ça, c'est l'heure du maximum de l'éclipse. Donc ben voilà, ça s'achève avec cette éclipse de soleil qui forcément se produit, une éclipse de soleil faussement appelée éclipse, car il s'agit d'une occultation du soleil par la Lune, mais l'appellation commune est éclipse de soleil. Donc, c'est la nouvelle lune, donc on va entamer la nouvelle lunaison. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Mais moi, j'ai pas fini. On va regarder donc les news et les images que j'ai sélectionnées pour vous. Ah bah non, j'ai peut-être pas, j'ai oublié on n'a pas oublié de parler des planètes. On n'a parlé que de la Lune. Alors je vais revenir sur la fiche et on va parler de ce qui se passe du côté des planètes aussi, à part la Lune, donc ses conjonctions, je le rappelle, à Uranus le 7, à Mars le 9, à Mercure le 11 et même à Jupiter le 12, mais donc ça ne se voit pas.
Donc nous avons également du côté de Mercure, Mercure fait plein de choses cette semaine. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Taureau jeudi 6 à 14h22. En géocentrique, dans le plan équatorial, Mercure atteint sa déclinaison maximale jeudi 6 à 14h46. Donc c'est le plus haut qu'elle puisse être au-dessus du plan de l'équateur. Donc ça a l'avantage pour nous dans l'hémisphère nord. C'est pour ça qu'on profite un peu bien de Mercure en fin de nuit, quoi, donc toute fin de nuit, cette petite période. Ensuite, on apprend que Mercure achève sa boucle de rétrogradation vendredi 7 à 5h37, puisqu'elle avait été rétrograde du 29 juin au 24 juillet. Donc ça y est, la boucle est bouclée dans le 27e degré du signe du Cancer devant la constellation des Gémeaux. Ensuite, Mercure arrive devant la constellation du Cancer, puisque maintenant elle trace direct. Samedi 8 à 17h36, elle y reste jusqu'au 19 août. Elle arrivera devant la constellation du Lion. Mercure encore, dimanche 9, entre dans le signe du Lion à 18h28. Donc ne confondez pas signe et constellation du zodiaque. Vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo de mon e-book, signe et constellation du zodiaque, la différence. Surtout, c'est très important de comprendre cette différence entre les signes qui sont les heures de l'horloge Terre-Soleil, pour le résumer de la manière la plus simple qui soit en fait, et les étoiles qui sont le décor de fond. Et forcément, ce sont deux cadrans qui tournent le cadran. On prend un repère de l'un pour l'autre, hein, pour se repérer par rapport à l'autre. Donc notre repère premier, c'est Terre-Soleil, bien entendu. C'est notre matrice naturelle. Voilà pourquoi je m'applique à vous communiquer les infos de notre matrice naturelle, parce qu'il n'y a rien de mieux pour se déconnecter de la matrice artificielle que de se rebrancher sur la matrice naturelle, la Terre, notre planète, le Soleil, notre étoile. Donc Mercure, qui rentre dans le signe du Lion dimanche 9 à 18h28 et qui reste jusqu'au 25 août, arrivera devant, dans le signe de la Vierge, et puis qui passe à son nœud ascendant, ça veut dire qu'elle monte en latitude. Voilà qui l'avantage aussi pour sa visibilité dans l'hémisphère nord. Donc, nœud ascendant, en héliocentrique, c'est toujours le 19e degré du signe du Taureau. Ça veut dire c'est quand elle passe au point où le plan de son orbite croise le nôtre, donc l'écliptique, le plan de l'orbite de la Terre. Et donc Mercure passe, c'est toujours le 19e Taureau en héliocentrique. Et en géocentrique, c'est variable, premier Lion cette fois-ci. Voilà pour Mercure. Non, c'est pas fini, parce qu'en héliocentrique, Mercure est conjointe à Mars. Mardi 11 à 13h17, puis dans le 30e degré du signe du Taureau, puis entre dans le signe des Gémeaux, mardi 11 à 15h37. Et après, du coup, elle va être au Périgée. Mercredi 12 à 1h05, Mercure est conjointe à Uranus dans le 3e degré du signe des Gémeaux. Et voilà pour Mercure cette semaine. Donc elle va être au Périgée, pardon, au Périhélie, donc puisque c'est dans le signe des Gémeaux, la semaine prochaine. Elle va très vite. Mais là, elle enchaîne les événements, les faits célestes. Nous avons également comme planète qui fait des siennes, ou du moins qui a des trucs qui changent. Vénus qui rentre dans le signe du Capricorne en héliocentrique dimanche 9 à 2h46 et qui va se trouver jusqu'au 28 août. Et puis nous avons Mars. Mars qui rentre dans le signe du Cancer mardi 11 à 10h30, qui arrive devant la constellation des Gémeaux mercredi 12 à 5h13, donc elle est alors dans le premier degré du signe du Cancer, et qui en héliocentrique entre dans le signe des Gémeaux mercredi 12 à 15h54, dernier événement avant la nouvelle lune. Et puis, ben, faut pas oublier de parler du Soleil. Le Soleil qui est donc dans le signe du Lion et qui arrive devant la constellation du Lion mardi 11 août à 3h06. Le Soleil va donc se trouver devant la constellation du Lion jusqu'au 17 septembre. Arrivera bien sûr devant la Vierge à ce moment-là. Et il me reste à partager maintenant avec vous quelques images et news de cette période, donc ma petite revue de presse. Alors ça, bah, vous avez peut-être deviné, c'est
le booster, enfin non, c'est le Starship, non, le deuxième étage, donc, qui a réussi son amérissage dans l'océan Indien et qui flotte depuis plusieurs jours. Enfin, peut-être qu'à l'heure où je vous parle, ça y est, il est récupéré. Mais alors, il flotte très bien, il se porte très bien. L'amérissage s'est passé nickel chrome, donc le vol 14 du Starship, ils envisagent de le récupérer dans les bras de la tour. Voilà donc les nouvelles. Donc normalement, il va être remorqué et il va pas rester flotter sur l'océan indéfiniment. Quoi d'autre de neuf? Alors d'abord, tiens, les images ne veulent pas se tourner. Ah, ça veut pas. Tiens, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. J'ai pas la suite. Je vais aller la chercher autrement. Comment se fait-ce? Hop, je sais pas. Bon, je ferme et je vais rouvrir. Je vois pas d'autre solution. Merci de votre patience. Donc on va commencer donc du coup avec la Lune, obtenue par l'atlas virtuel de la Lune, sur laquelle le Soleil se couche. Donc cette semaine, de la pleine Lune à la nouvelle Lune, nous assistons au coucher de Soleil sur la Lune qui diminue, dans la portion éclairée, diminue de jour en jour. Et le 7, donc en fin de nuit, bien sûr, 5 heures du matin, on voit le cratère Copernic, là, très bien placé au milieu de, enfin, en dessous de la mer des pluies, en fait, et ça, c'est il y a l'océan des tempêtes et la mer des îles. En tout cas, ce cratère Copernic qui est très, très remarquable, et le soleil se couche dessus, donc les reliefs sont mis en valeur par les ombres que crée le soleil rasant. Maintenant, une vraie photo de la pleine lune, donc c'est du 29 juillet à Crozon en Bretagne, très très jolie prise de vue, voilà ce qu'on aime, les beaux spectacles de pleine lune, la pleine lune à son lever à Crozon en Bretagne, bravo aux photographes. La lune ensuite gibbeuse décroissante, le 2 août donc, voilà où on voit le soleil qui commence à se coucher sur la lune, une très belle photo, avec, on va essayer de repérer notre cratère Copernic, c'est lui là, je crois bien que c'est lui. Ah, des nouvelles du Soleil. Alors, une grosse éjection de masse coronale, ça c'était le 30-31 juillet, qui arrive en direction de la Terre, qui nous arrive le 2-3 août. Donc, c'est le 3 août aujourd'hui où j'enregistre. Et donc, ça nous secoue un peu, hein, je pense certainement. En ces moments déjà assez secoués, ça peut provoquer évidemment différents événements au niveau des satellites, des communications, etc. Et peut-être de la météo également. Voici toujours le soleil des détails à la surface, donc les taches et la granulation. Soleil du 2, je crois. J'ai oublié de marquer ici le soleil du 2 août, toujours photo récente, hein. Je vous sélectionne toujours les photos récentes. Et voici le parcours de cette éclipse totale de soleil, n'est-ce pas, dont le maximum est à 17h47 TU, donc 19h47 pour nous. Ah oui, 45. TD et UT1, bon, il y a toutes les petites différences de marque de temps. Donc l'éclipse part de l'extrême nord de la Russie, longe la côte est du Groenland, traverse pratiquement au pôle, passe pratiquement au pôle nord, longe la côte est du Groenland, l'extrême ouest de l'Islande et redescend sur le nord de l'Espagne. Vous voyez, il n'y a pas loin à aller en Espagne pour la voir totale. Si vous avez l'occasion, allez-y. Donc c'est un spectacle rare. Il y aura une autre éclipse à peu près sur la même zone en janvier 2028 néanmoins. Autre éclipse de soleil. Mais je crois qu'elle sera annulaire. Celle-ci est totale, c'est-à-dire que la Lune va masquer complètement le soleil. Ensuite, ça c'est Vénus à son dernier quartier vu du Chili. Donc chez nous, elle est dans l'autre sens. Mais bon, comme le télescope renverse l'image, de toute façon, on ne sait plus trop. Mais voilà. La Lune à Vénus à son dernier quartier. Voilà ce qu'on peut voir. Évidemment, c'est pris dans le jour. C'est un peu pixelisé. Et ça, c'est un croissant de Mars, les amis. Mars photographié donc par la sonde Psyché
en route vers l'astéroïde Psyché du même nom, qui a frôlé Mars en mai dernier et qui a fourni tout un tas d'images. Donc, approche de Mars, donc un Mars en croissance, vu comment elle approchait, et au départ de Mars, voilà, en quittant, en s'éloignant de Mars, la planète Mars, donc par la sonde Psyché en mai dernier. Une petite Saturne du Cru du 26 juillet, avec deux satellites, Tétis et Encelade. Jolie photo de Saturne qui met en évidence toutes ces bandes colorées, les anneaux bien sûr, la division de Cassini. Et la semaine dernière, on a vu des ombres qui circulent dans les anneaux. Une Alpha Capricorni, donc étoile filante. Voilà, donc je vous en souhaite beaucoup. Il va y en avoir normalement, hein. Si le ciel est dégagé, nous aurons beaucoup d'étoiles filantes cette semaine. Lama Messier 92 qui se situe aussi dans la constellation d'Hercule, je dis aussi parce qu'il y a le très célèbre amas Messier 13, M13. Celui-ci est un petit peu plus discret, mais justement, il mérite d'être connu et mis en valeur. Donc, un amas globulaire, un amas de vieilles étoiles très, très, très rapprochées, comme vous pouvez le voir, un vrai bijou céleste. Et ici, une galaxie, donc beaucoup plus lointaine, hein, qui est dans le catalogue de Messier sous le numéro 49. Voilà, Messier 49, qui est dans la constellation de, je sais plus, on va le retrouver. Je vais vous le retrouver rapidement. Mais je crois que notre temps est passé. Voilà, je vais revenir vers vous. Ah, mais je vous ai un peu perdu, me semble-t-il. Ah non, ça va. J'ai cru que j'avais pas, j'ai cru que j'avais perdu. J'avais oublié de partager, ce qui est la plus bête des choses. Bon, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention sur ce petit bulletin astronomique. Vous voyez, il y avait matière cette semaine. Je peux peut-être vous raconter les dernières news. Il me reste quelques secondes pour vous parler des news que j'ai pas mis en image. Alors, du côté de l'ISS, nous apprenons que Sophie Adno a ses chances de faire une sortie extravéhiculaire ce mois-ci, puisque trois sont prévues. Elle ne sera pas de la première sortie, mais elle pourrait être de la deuxième ou de la troisième. Et puis aussi de comment, depuis là-haut, ils vont voir l'éclipse comme une énorme tache noire qui file sur la Terre. Évidemment, je pense qu'ils nous enverront des images. On aura ce point de vue aussi assez extraordinaire sur l'éclipse de Soleil. Du côté de la Lune, la Chine dévoile un robot humanoïde pour sa future mission lunaire, Chang'e 8. Et puis, je vous en avais parlé il y a un mois à peu près. Il y a une fusée de SpaceX qui va percuter la Lune après un an de vagabondage spatial. C'était prévu, ils ont prévu de la faire se cracher sur la Lune. Donc, je vous renvoie à l'article d'il y a un mois, aux news d'il y a un mois. Donc 4 articles en arrière. Nous apprenons du côté des entreprises spatiales qu'aux États-Unis, l'administration Trump veut lever tous les freins environnementaux à l'industrie spatiale pour, euh, pour pas louper la course à l'espace, bien sûr, et à la Lune surtout, avec la Chine. Et puis en Inde, on nous parle d'une entreprise de technologie spatiale, Skyroot Aerospace, donc qui est un des acteurs les plus importants de l'Inde. Donc il faut apprendre un peu ce qui se passe dans les autres pays. C'est très intéressant de connaître tout ce monde spatial mondial. Et puis une petite navette qui s'appelle Dream Chaser, qui est en cours de fabrication, de mise au point depuis 2 décennies. Ça y est, elle est enfin prête à voler. Alors voilà, on va voir. Elle peut servir de ravitailleur pour l'ISS, par exemple. Mais comme l'ISS va s'arrêter en 2030, il faut qu'il trouve d'autres débouchés. Le télescope Swift, le vieux télescope spatial là, de la NASA, ça y est, alors, il y a un satellite chargé de mission pour le réparer, mais il est devenu incontrôlable, le satellite en question, donc c'est la cata. Bon, ils vont peut-être trouver une solution quand même, mais c'est le secouriste qui a besoin maintenant d'être secouru. Et on nous parle aussi du grand projet, encore, enfin, pour une à deux décennies,
du HWO, Habitable Worlds Observatory, le futur grand télescope spatial pour traquer les mondes habitables. Voilà pour la fin de ces petites news que vous retrouverez bien sûr dans l'article. Vous avez toute ma petite revue de presse hebdomadaire avec les liens vraiment vers les sources. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas, like, partage, commentaire. Merci beaucoup. J'adore vos commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Mais n'hésitez pas à mettre des questions, des remarques. Et puis surtout, bah, si vous avez vu l'éclipse, là, donnez-vous, donnez-nous, partagez-nous vos commentaires sur ce que vous aurez vu de cette éclipse. Et puis si vous avez des questions avant, bah, n'hésitez pas aussi à les poser. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouvera avant l'éclipse puisque on enregistrera. Ah, euh, donc l'éclipse mercredi 12, on enregistrera mardi 11, très certainement. On se retrouvera mardi 11 pour le prochain enregistrement. Et ben voilà, je suis toujours aussi ravi de partager ce petit moment avec vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis.